Bonjour Rachel Binas. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste à Marianne et vous signez aux éditions de l'Observatoire un livre intitulé « Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence ». 42 franco-israéliens ont été tués le 7 octobre. Et vous voyez en ce jour terrible également un événement français. Rachel Binas, est-ce qu'il a été trop rapidement réduit seulement à un épisode, certes évidemment historique et dramatique, du conflit israélo-palestinien, et seulement cela? Alors je vais me permettre simplement de corriger le bilan. On est à 48 maintenant. On sait que 48 Français binationaux ont perdu la vie, en effet. Et l'objet de mon livre est parti en effet de ce que moi, je considère être une forme d'invisibilisation, cette espèce de malaise français qui s'est révélé à partir du 7 octobre, qui existait déjà, mais qui s'est exacerbé à partir du 7. Et une partie de mon livre repose sur cette espèce de silence, cette discrétion, cette ambiguïté à l'égard de ces victimes-là. Pourquoi elles n'ont pas eu une place significative, comme d'autres, dans le paysage social, politique français. Alors comment vous l'expliquez? Alors le constat que je fais est celui-ci, et l'explication que je donne, en partie du moins, c'est leur qualité de juifs et d'israéliens. La plupart étaient franco-israéliens, un seul était franco-mexicain. Et avec cette idée qu'après tout, pour une partie de la gauche, pas toute, mais qui est représentée dans le milieu universitaire, dans le milieu culturel, ce sont les minorités qui font l'histoire, eh bien il y a l'idée qu'après tout, le juif est dans l'imaginaire un génocidaire, un oppresseur, un dominateur, et à ce titre, il ne peut pas avoir le statut de victime. En quelque sorte, il est responsable du malheur qui lui arrive. Tout ça serait peut-être mérité au fond. Et puis, comme ils ont fait, puisque ce sont des juifs qui ont fait le choix d'Israël, à ce titre, la qualification de français est plus difficile pour eux à mettre en avant. Alors vous écrivez, avoir écrit ce livre pour les sortir de l'oubli. Malgré l'accompagnement et les gestes de l'administration française, certaines familles ont vu ces 12 derniers mois la preuve, je cite, que la France ne voulait plus de ces juifs. Justement, un sentiment sans doute alimenté par ailleurs par la montée de l'antisémitisme en France. Est-ce que vous partagez ce ressenti, Rachel Binas? Est-ce qu'on assiste à une forme de retour de la question antisémite en France, notamment à travers sa forme politique? Exactement. Alors je dirais qu'on assiste à un retour, pour reprendre vos mots, parce qu'ils sont justes, de l'antisémitisme de gauche. Pas seulement à gauche, mais de gauche. Question que l'on pensait, notamment dans les milieux de gauche, être résolue. Après tout, l'antisémitisme, c'était quelque chose relégué aux marges et appartenant à la droite ou l'extrême droite, mais pas à gauche. On pensait que la question était résolue depuis l'affaire Dreyfus, notamment, déjà avec la Révolution française, mais avec les affaires Dreyfus. Or, force est de constater que cet antisémitisme-là de gauche s'est exacerbé, s'est rendu plus aigu à partir du 7 octobre. Et qu'il demeure un impensé à gauche. Question qui fracture toujours la gauche 12 mois après? Qui fracture bien entendu la gauche, qui pour des raisons peut-être clientélistes, idéologiques parfois, a décidé en effet de céder aux sirènes de ce mal-là, de cette pulsion, quasiment cette pulsion, on pourrait dire, pulsion de mort. Des enquêtes sont ouvertes actuellement, des enquêtes, des plaintes ont été faites à l'encontre de certains membres, par exemple de la France Insoumise, et on se rend compte que toute une partie de la gauche a du mal à penser et à admettre que l'antisémitisme puisse également s'épanouir dans leur rang. C'est ça aussi que j'ai voulu questionner, que j'ai voulu mettre en avant, parce que là, on touche à ce qui relève de l'universalisme. C'est l'universalisme français qui vient là être bousculé, impacté, frappé par ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme, mais qui en fait, encore une fois, a des racines déjà au 19e siècle. Notamment à gauche. Parmi les portraits que vous nous proposez, Rachel Binas, dans le livre, il y a celui d'Elia Toledano, 28 ans, issu d'un milieu haredi. Il s'est rendu au festival Nova avec son amie franco-israélienne Mihachem. Les deux seront pris en otage. Mihachem sera libéré fin novembre, quand la famille d'Elia apprendra sa mort le 14 décembre. Comment le calvaire, ce long calvaire, a-t-il été vécu par la famille d'Elia? Alors c'est extrêmement compliqué, vous l'avez dit, c'est une famille très religieuse. Eux faisaient Shabbat ce jour-là. Et Simchat Torah. C'est donc Daniel Toledano, le frère, qui a pris le relais des opérations, si je puis dire, pour tenter déjà
d'en savoir davantage. Parce que ce qu'il faut comprendre, on l'a dit, mais il faut le redire, hein, c'est que pendant... j'ai beaucoup parlé avec Daniel, c'est un garçon formidable, d'un courage rare, qui parle un peu français et qui a mis tout son courage et toute son énergie pour tenter de retrouver son frère. Puisque pendant plus d'une semaine, on ne savait pas, comme beaucoup de victimes, si elle était s'il était otage, si ses victimes étaient otages ou si elles étaient mortes. On a eu l'occasion de le dire, Israël a mis 1 semaine, 10 jours pour identifier des corps, avec parfois l'appel à des archéologues israéliens pour fouiller les restes. Ça a été une attente extrêmement compliquée, un sentiment de solitude profond, mais aussi il s'est accroché, il me le dit, comme tous les autres, à ce passeport français, en espérant que la France aussi puisse apporter son soutien et son aide dans une éventuelle négociation ou dans les projets de recherche. Avant de revenir sur le rôle de l'administration française, vous l'avez dit à l'instant, Rachel Binas, ce qui est terrible, et vous le montrez très bien dans ces jours et ces semaines qui suivent le 7 octobre, c'est que pour certaines familles, elles attendent, espèrent, apprendre même que leurs proches sont toujours otages certes, mais toujours vivants. C'est ça. L'otage, en fait, à partir du moment, l'annonce de l'otage, c'était une forme d'espérance. Pas d'espoir, mais d'espérance. C'est-à-dire que derrière la figure de l'otage, il y a la vie, quelque part. Alors, avec ce qui a été d'autant plus dramatique, c'est les photos et les vidéos qui ont circulé. Et à la fois, certains m'ont confié, ils m'ont dit, mais à un moment, on s'est demandé, est-ce que même il fallait qu'on espère qu'il soit otage ? Est-ce qu'on ne devait pas espérer que nos enfants soient morts quand on voyait le sort qui était réservé aux otages ? Mais ils s'accrochaient quand même désespérément à la vie, pour certains, parce qu'au bout d'1 semaine ou 10 jours, la terrible annonce arrive dans des conditions extrêmement dures, et on annonce en effet le décès de leurs proches. Ça a été le cas, par exemple, pour Elia Toledano, qui s'est battu jusqu'au bout, mais de toute façon, il n'avait aucune chance. Le fait d'être un homme aussi aux mains du Hamas, considéré comme un soldat. Exactement. Ça réduit les chances de survie, on le sait. Encore un mot sur la temporalité. Vous citez aussi le cas d'une famille qui a appris ce qui s'était passé à la fin du Shabbat. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas similaires où on imagine que le ciel leur est tombé sur la tête, mais avec un décalage de quasiment 12 ou 14 heures? Oui, il y a des familles comme ça, celle des Lévi, par exemple. Tzipora faisait en effet, c'est Yitzhak, leur fils, qui est mort. Et en effet, pareil, comme la famille d'Elia Toledano, certains dans la famille étaient respectueux, Shomer Shabbat, etc. Et donc, ils ont appris l'annonce à la fin. Alors, parfois, dans ces familles, il y a des enfants qui, eux, sont un petit peu moins religieux et ont eu l'annonce, entre guillemets, ou en tout cas se sont questionnés, n'avaient plus de contact avec leurs proches avant, mais ils devaient attendre la fin le samedi soir pour pouvoir avoir des liens avec leur famille. Ça rendait en effet cette attente encore plus insoutenable. Mais tout ça n'est pas le fruit du hasard. Pour vous donner une information qui est importante, par exemple, Elia Toledano, le dernier jour du deuil, le Hamas a fait sortir une vidéo le concernant. C'est une manière de fragiliser un petit peu plus ces gens-là. C'est la définition même de la terreur. Et de torture psychologique. Daniel, le frère d'Elia Toledano, a rencontré Emmanuel Macron avec une délégation de famille à la fin octobre ou début novembre. Quelle a été l'implication du président de la République auprès des familles, dont il a encore reçu certains représentants, je crois, hier à l'Élysée? Ça a été, alors quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, là il ne s'agit pas de faire de politique, et je peux comprendre que ces derniers jours, on puisse formuler des critiques légitimes pour bien des Français. Force est de constater que, il faut le dire, l'institution, l'État français a été, tout me l'ont dit, d'un grand soutien, avec des appels parfois quasiment tous les jours pour savoir ce que pouvait faire l'État français. Ils n'ont pas eu un appel du gouvernement israélien, ça les a émus, vraiment, ces appels-là, ce soutien-là. Il y a le fonds de garantie des victimes du terrorisme qui a été activé pour eux, c'est un droit, c'est pas un privilège. Et puis il y a également cette nationalité française qui a été octroyée à certains après le 7 octobre, comme une forme de reconnaissance. Certes, la République n'a pas pu toujours protéger ses enfants, certains ont fui la France pour fuir l'antisémitisme, mais la République française les a aussi reconnus, certes après le 7 octobre, mais comme ses enfants. 2 franco-israéliens sont toujours entre les mains du Hamas. Il s'agit d'Oad Yahalomi et d'Ofer Calderon. Que sait-on aujourd'hui, 8 octobre, de leur situation? Oui, 49, 53 ans, 2 pères de famille qui étaient des habitants des kibboutz, de Nir Oz, des hommes passionnés de nature, passionnés aussi par leur famille, leurs enfants.
Ce que on n'a pas de signe de vie. On va être honnête, mais on n'a pas non plus, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. On sait que la question, encore une fois, des hommes est très délicate quand ils sont aux mains du Hamas. Leur famille, en tout cas, garde espoir. L'un avait été vu, mais ça remonte vraiment à plusieurs mois, extrêmement affaibli, ne mangeant quasiment pas. Voilà, il y a un espoir. Je pense que quand on commente la vie politique, on a un devoir d'optimisme, mais le réalisme aussi, il nous pousse à rester assez vigilants quant à la suite pour eux. Est-ce que la diplomatie française est toujours active sur ces deux dossiers pour faire pression, notamment sur le Hamas, peut-être par le biais du Qatar ? Oui, bien sûr. Ensuite, ça reste très compliqué. Je pense en plus qu'elle s'ajoute une dimension. Alors, je ne sais pas si ça les concerne, eux, on n'a pas les informations précisément, mais je pense que le Hamas ne ment pas quand il dit qu'il a perdu un certain nombre d'otages. Et qu'on le sait, il y a des groupes concurrents, des milices qui, elles aussi, parce que c'est une monnaie d'échange. Je révèle dans le livre, par exemple, que les otages, lorsqu'on les sortait des habitations, on les faisait circuler en burqa. Alors, non seulement pour que la foule ne les lynche pas, mais aussi, en fait, pour éviter que d'autres groupes intéressés ne les enlèvent et que ça devienne, cette monnaie de négociation. On ne sait pas où ils se trouvent et en effet, l'avenir est incertain, mais vous vous rendez bien compte quand vous êtes au contact de ces familles que tant que les otages, qu'ils soient vivants ou qu'il s'agisse de dépouilles, ne rentreront pas en Israël, nous serons encore le 8 octobre, le lendemain du 7. C'est un présent éternel. Vous vous attardez, Rachel Binas, sur les conséquences psychologiques de ces massacres sur les victimes, bien sûr, mais aussi sur les familles. Je pense notamment à certains parents, vous citez le cas de Armand Benfresh, qui ne peuvent plus travailler. C'est un phénomène assez courant. C'est très difficile. Ce sont des familles qui sont complètement bouleversées, des couples qui doivent faire face à une épreuve qu'ils essayent de surmonter, tant bien que mal. Il faut comprendre, par exemple, je pense, vous avez cité Armand Benfresh, qui est un homme très courageux. Alors, son fils est en vie, mais a été blessé, sérieusement blessé. On va y revenir. Voilà, on espère qu'il puisse guérir. Et puis, il y a par exemple, Doron Journeau, qui a perdu sa fille, Karine. Il ne restait plus que 3 dents d'elle. Et oui, ce sont pour Métave, la fille aînée, pour eux, ce sont des traumatismes à surmonter, sachant qu'on ne se rend pas toujours compte en France la chance qu'on a d'avoir un état social. En Israël, c'est pas la même chose. Et il le note bien d'ailleurs. Exactement. Les thérapeutes coûtent extrêmement cher. Alors heureusement, il y a des associations comme One Family qui font un travail remarquable. Heureusement, il y a le fonds de garantie des victimes du terrorisme qui peuvent leur permettre en effet d'avoir une enveloppe pour des soins psy. Mais c'est une question extrêmement délicate et qui va suivre Israël, la société israélienne pendant des années. Et ce qu'on note également dans votre livre, c'est la solidarité des Israéliens. Je pense notamment à ce qui a été organisé autour de la petite Élie, qui est la petite fille de Céline Ben David Nagar, qui est originaire de Villeurbanne. C'est assez formidable. Vous pouvez nous raconter peut-être ? Oui, Céline. Donc, Céline a fui en fait Villeurbanne quand elle était ado avec ses parents à cause de l'antisémitisme. Ils se sont réfugiés en Israël. Elle mourra. Alors on dit que qu'elle a été tuée à Nova. En réalité, c'est sur la route. Elle s'est mise dans un abri, mais de toute façon, aucune chance ne leur était laissée. Elle a été tuée de 2 balles dans la tête après. Exactement. Et elle avait une petite fille, sa première, de 6 mois, avec Ido, leur mari, à qui elle tenait à apprendre le français. Elle lui chantait des comptines en français. Et en effet, elle allaitait. Et à partir de ça, la communauté apprenant donc la mort de Céline, Ido, ce père célibataire israélien, les femmes de la communauté ont organisé ce que j'appelle une banque de lait, ont tiré leur lait, ils sont arrivés avec des glacières pour l'apporter à Ido et pour que sa fille puisse continuer d'avoir du lait maternel. C'est aussi des Françaises qui ont chanté des comptines. Je pense à Yael, par exemple, qui chantait des comptines en français pour que la petite ne perde pas la langue. Emmanuel Macron a donné la nationalité à la fille de Céline. Céline rêvait que sa fille ait la nationalité. Après tout, elle était française. Et également Ido après le 7 octobre. Il faut vous lire, Rachel Binas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Victimes françaises du Hamas, leur histoire. Notre silence est publié aux éditions de l'Observatoire. Bon après-midi à vous. Merci.